bonjour. Bon, je suis Suzanne Lipinska. Comme je dis souvent, je suis la meunière du moulin d'Andé. Quelquefois, on me dit « Ah, vous êtes la propriétaire ». J'ai horreur de ce mot, parce qu'on n'est pas très... on est propriétaire, on n'a pas beaucoup de mérite. Par contre, j'aime mieux dire la créatrice du centre culturel du moulin d'Andé. Et ça remonte à effectivement un certain temps. Et je crois que d'un tout petit moulin, on a fait un grand moulin qui est assez repéré comme lieu culturel. Et ça, j'en suis un peu fier. Moi, j'ai connu le moulin, même petite fille, étant donné que mes parents avaient qu'aujourd'hui on appelle le moulin de Connelle, qui en fait était un des 3 moulins construits sur la Seine en 1195. Et alors je le rappelle, d'après ce que je sais, mais c'est à vérifier peut-être par des vrais historiens, que je ne suis pas moi-même, la garnison de Château-Gaillard s'était installée aux Andelys, et à ce moment-là, bien sûr, la garnison avait besoin de pain. Pour faire du pain, il faut de la farine, déjà à l'époque. Et pour faire la farine, il fallait moudre le grain. Donc 3 moulins avaient été construits, celui de Muy, de Andé et de Connelle. Alors Muy existe toujours, mais malheureusement, il a perdu sa roue et puis sa machinerie intérieure, alors que le moulin d'Andé a à peu près toute sa machinerie de l'époque, pratiquement intacte. La roue, par contre, était en très très mauvais état. Elle a été restaurée complètement, je ne sais pas, il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc le moulin d'Andé est comme un témoignage du patrimoine historique important, dans la mesure où, en principe, c'est le dernier moulin pendant, c'est-à-dire la roue qui pend dans l'eau. Le moulin est à cheval entre l'île et la rive. C'est voilà l'île du moulin, voilà le moulin. Il y avait par exemple, et il y a quelques siècles, une petite île là, qui n'existe plus. Vous voyez cette parcelle-là qui n'existe plus, qui a disparu. Alors maintenant, par exemple, tout ça est relié, ça aussi, ça s'est agrandi, enfin là... Le moulin, le 3e moulin, c'est le moulin de Connelle, qui n'existe plus en tant que moulin, mais les anciens propriétaires ont eu, paraît-il, l'autorisation de construire à cheval sur la Seine, parce qu'autrefois c'était déjà un moulin. Et en fait, ça a appartenu à mes parents. Et donc, petite fille, on habitait Connelle. Alors, dès que j'ai pu être assez grande, vers 10-11 ans, pour manier une barque toute seule, je venais voir le moulin. Parce que c'était de Connelle. À la rame, ça faisait quand même une petite trotte. C'était pas tellement à côté. Et alors je venais, je prenais la barque, et puis je m'installais dans l'île du moulin, et je rêvais. Je passais mon adolescence à rêver dans un saule, perché dans un saule, à lire je ne sais quelle littérature. Voilà, ça c'est mes premiers souvenirs. Alors j'ai des souvenirs quand même de l'époque aussi de la guerre, puisqu'on est parti pour l'Exode avec ma famille de Connelle, et on est parti, on a pu passer les 2 ponts sur la Seine, et très peu de temps après, les 2 ponts ont sauté, puisque c'était pour retarder, ou empêcher même, l'avancée des Allemands. Bon, ils ont bien dû mettre 1 heure de plus avec des bateaux pneumatiques. Et donc après, quand on est revenu, je ne vais pas vous raconter l'Exode, parce que celle-là, c'est plus sur la Seine.
Mais quand on est revenu, il n'y avait plus de pont. Et on avait toujours la maison de Connelle. Et si on voulait aller à Paris ou sur l'autre rive, les trains étaient à Saint-Pierre-du-Vauvray, c'est-à-dire de l'autre côté de la rive. Et il fallait passer avec le bac soit à Erqueville, soit à Saint-Pierre. Et j'ai un souvenir d'un jour où, avec ma mère, on devait aller à Paris. Et on est allé, on nous a conduits, je ne sais plus comment, jusqu'à Andé, jusqu'à la Seine. Et là, le bateau était absolument plein à ras-bord déjà, donc on n'a pas pu le prendre. Et on a couché à l'hôtel avant de prendre le train le lendemain matin pour retourner à Paris. Voilà, puis après, les ponts ont été reconstruits. Là, on les fait tout beau en ce moment, en plus. Bon, on va avoir des ponts superbes. Alors, moi, je me suis installée définitivement en 1956 avec l'idée, au départ, c'était d'y élever mes enfants en bas âge. Et puis, très vite, comme j'avais des amis qui étaient écrivains, qui étaient peintres, qui étaient un musicien, enfin de ce domaine, ils ont trouvé le lieu absolument extraordinaire. En disant, mais qu'est-ce qu'on est bien ici, il n'y avait aucun confort. Hein. Le chauffage, il y avait un poêle à bois dans la salle de la Meule. Quand je repense à ça, c'est un petit peu inquiétant. Et puis un chauffage un peu très rudimentaire, et il y avait uniquement 3 chambres ici. Donc mais il y avait par contre des grandes dépendances. Enfin, il y avait un grenier dans lequel très vite on a fait des chambres. Il y avait l'étable qui est devenue une bibliothèque. Et tout a été transformé, restauré petit à petit, et puis agrandi au fil des années. Lorsque je me suis installé, l'île n'était accessible qu'en barque. Et donc le premier travail qu'on ait fait, ça a été de faire une passerelle accolée au moulin, avec un escalier de chaque côté. Et je me souviens avoir demandé bien sûr l'autorisation en disant, mais je suis sûr qu'il y avait... Moi, je me souviens, il y avait une passerelle autrefois, il y avait des piles de pierre qui la soutenaient. Et, bon, je n'étais pas très sûr, mais j'avoue aujourd'hui. Et puis un jour, j'ai vu un vieux du village déjà qui m'a dit, mais moi je l'ai connue la passerelle, elle existait, donc on était bon. Donc il y a eu l'autorisation de faire cette passerelle accolée au moulin avec un escalier de chaque côté. Donc c'était la réunification de l'île à la rive, enjambant la Seine, bien sûr. Voilà, sans passerelle aussi. Là maintenant il y a l'escalier, la passerelle, tchouk. Alors, par contre, voilà, ce qui m'inquiète beaucoup, et ce qui m'importe, c'est la sécurité du moulin lui-même. Alors, j'ai une double inquiétude. D'une part, le moulin de Connelle s'est effondré, je le sais, donc je voudrais qu'il n'arrive pas la même mésaventure au moulin d'Andé. Et puis j'ai le souvenir aussi d'un matin où, ouvrant ma fenêtre, je regarde la rive, enfin le fleuve, comme tous les matins, et puis les lauriers qui étaient tout le long de la berge, je les vois, mais tout petits. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, là, il y avait une crevasse, et il y avait toute une partie de la terre qui est tombée dans l'eau, entraînant les lauriers, qui sont restés debout, mais ils sont devenus tout petits. Alors à la suite de ça,
on a effectivement, fait tous des travaux de soutènement, et on a fait un grand mur qui, je pense, a protégé, et continue à protéger les piles sur lequel le moulin repose. Et ça, c'est fondamental, quoi. Mais chaque année, ou vraiment, quand les crues arrivent, j'ai toujours une petite inquiétude. Donc, et on avait quand même, il y a donc longtemps, je ne sais pas, 40, 50 ans, il y avait eu des plongeurs qui avaient examiné les radiers. Il y avait eu un congrès de molinologie. Et ils étaient venus, un congrès à Paris, donc ils étaient venus visiter le moulin comme dernier moulin pendant. Et ils en avaient profité pour regarder de près non seulement le fonctionnement, mais l'état de la roue, l'état du mécanisme, etc. Et je dois dire que ça s'est terminé un peu bizarrement, parce qu'ils sont allés en barque, il y avait une inondation, il y a la Seine, la barque s'est renversée. Enfin, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, on les a sauvés, on les a séchés. Mais le congrès, c'est le congrès à l'eau. Ah, ça, c'est un souvenir aussi. Et à la suite, il y a eu toute une étude aussi faite par David Jones sur le mécanisme que j'ai toujours, sur le mécanisme et l'état du moulin. Et en tout cas, quand il y a eu des plongeurs, là, comme je vous dis, je ne sais plus si c'est avant, après, bon, mais ils avaient trouvé que c'était quand même en bon état. Le radier était en bon état. Et je me souviens quand même qu'il avait dit, oh, il y a juste un petit affouillement de 60 cm dans les piles. Enfin, je me disais quand même, 60 cm, c'est pas négligeable. Donc voilà, mon souhait, ça serait vraiment qu'on regarde si l'affouillement ne fait pas maintenant 80 cm. Ça serait mieux de le savoir. La première manifestation qu'on ait organisée, c'était le 29 juin 1957, et ça a été le premier concert qu'on ait donné au Moulin. Et à ce moment-là, comme il n'y avait pas de salle, il n'y avait pas de théâtre et tout ça, on avait décidé de faire le concert dans l'île du Moulin. Donc on a fait un concert qui a été superbe. On a eu une chance inouïe, il faisait un temps magnifique, pas froid du tout. C'était vraiment une soirée et une nuit magnifique. On avait aussi organisé une signature de livres avec de jeunes écrivains, avec une exposition d'un peintre lissier, de tapisserie. On avait fait dans un autre local, on avait exposé des peintures. Enfin, tout ça pour lancer le Moulin en tant que lieu culturel ouvert à la région et à tous ceux qui aimeraient en profiter. Alors après, bon, on a fait beaucoup de manifestations dans l'île, de grandes fêtes, de kermesses, enfin, je sais pas, on avait fait toute une activité dans cette île qui était vraiment superbe. Voilà, ça a été. Alors après, on est passé très vite aussi au cinéma, comme parmi les premiers écrivains à s'être installés au Moulin pour un court ou long séjour, ça a été Maurice Pons, et qui pratiquement n'a pas quitté le Moulin, sauf pour de brèves excursions ailleurs, mais qui a passé la majeure partie de sa vie, il est mort il y a 2 ans, mais il a écrit à peu près les 9/10 de son œuvre au Moulin d'Andé, et dont certains ont été inspirés par
par le fleuve. Je me souviens alors d'un jour où on était à table, à l'époque le moulin était beaucoup plus petit, et il y a les gendarmes qui viennent en disant il paraît qu'il y a un cadavre au bout de l'île. Ah bon? Alors, bon, on était à table, et puis donc ils font appel aux pompiers avec les barques enfin, spéciales, là. Et effectivement, je les revois encore comme si c'était aujourd'hui, tirant le cadavre par sa cravate, qui s'était accroché dans les herbes au bout de l'île. Et ça a donné lieu à... Ça a été, je crois, le fait déclencheur pour Maurice Pons pour écrire Mademoiselle B. Voilà, Mademoiselle B, c'est l'histoire d'un écrivain qui est tiré et qui s'aperçoit que tout autour de lui, les gens disparaissent. Où ils se noient, où ils se pendent, où ils se disparaissent complètement. Voilà, c'est donc le fleuve qu'il a fait. Enfin, le cadavre dans le fleuve qu'il a inspiré. Une œuvre totalement née de la Seine. Et après, il y a eu Bernard Quezanne, qui est donc un cinéaste, et qui a tourné aussi Mademoiselle B, ça c'était un peu plus tard, d'après le livre de Maurice Pons. Et alors aussi, pour remonter encore un peu avant, il y a eu L'Homme du fleuve qui a été tourné ici, le film de Jean-Pierre Prévost, et tout se passait sur la Seine. D'abord dans l'île, et c'était l'île du Moulin en l'occurrence, c'est l'histoire d'un couple qui a une fille d'une dizaine d'années, mais ils veulent vivre loin de la ville, loin de tout, donc ils se sont réfugiés dans une île et ils vivent en autonomie presque totale. Et un jour, les gendarmes viennent en disant mais il faut que cet enfant aille à l'école, c'est obligatoire, etc. Le ton monte, enfin des échanges de feu. Et finalement, la femme est tuée, le gendarme, et le père s'enfuit avec sa petite fille. Et tout le film se passe sur la Seine, puisque il se réfugie dans des péniches qui transportent des voitures. Et il y a des courses-poursuites entre les voitures. Et donc une partie tournée aux écluses, une partie... enfin, c'était vraiment l'homme du fleuve. C'est le fleuve qui était presque le personnage principal, on peut dire, de ça. Et puis, à l'époque, ma fille, qui était toute jeune, qui avait 20 ans, a participé à ce film comme assistante, et c'est comme ça que sa carrière a commencé, avant d'être sa carrière à part entière, Christine Lipinska. Et elle a tourné ici, Je suis Pierre Rivière, enfin ici, tout à fait dans la région proche, un peu dans l'île aussi, certaines vues prises dans le Moulin, et puis dans toute la région, c'était, il y a Surville aussi, mais enfin bon, ça c'était moins au bord de la Seine. Et puis le film, alors, où le fleuve a aussi une très grande importance, c'est le combat dans l'île. Le combat dans l'île d'Alain Cavalier. Et ça, c'est... Le film a été vraiment d'abord écrit ici et inspiré par les lieux mêmes, d'où le titre du film. Le combat dans l'île qui se termine par une poursuite entre les deux hommes. En fait, c'est déjà le trio avec deux hommes, une femme, et là, très, très politique avec Cavalier, c'est-à-dire l'extrême droite et le soutien de l'autre côté à la guerre d'Algérie, etc. Et avec Romy Schneider, et c'était il y a quelques photos que vous pourrez voir dans la salle de la Meule. Et puis, donc, ils avaient tourné beaucoup. Évidemment, quand on voit le film, on voit beaucoup le fleuve, mais on voit le moulin qui n'est pas tout à fait comme aujourd'hui, puisque ça a été beaucoup construit. Il y a deux bâtiments qui ont été réunis, donc
À l'époque, c'était tout ouvert, donc c'était une très grande cour, disons, où les voitures pouvaient venir sans problème. Et il y a aussi quand même le plus prestigieux, c'est toujours Jules et Jim de Truffaut. Là, c'était... Ben, il y a aussi, avant Jules et Jim, il y a eu les 400 coups de Truffaut. Il n'y a pas beaucoup sur la scène, mais il y a quand même des vues du moulin où on aperçoit un peu la Seine. Mais dans Jules et Jim, on le voit beaucoup, puisque c'est le moulin que le couple achète. C'est un peu toute la fin du film. Et là, il y a la scène aussi où la voiture se jette dans la Seine. Et c'était pas au moulin, puisqu'il fallait un pont coupé. Donc c'est du côté de, je sais plus, Rolleboise, par là. Bon, c'était un pont qui n'avait pas été reconstruit, où il y a cette vue. Mais il y a aussi, on voit, c'est Henri Serre qui s'échappe, qui saute par une fenêtre pour échapper à la menace de Jeanne Moreau. Et on le voit sauter d'une fenêtre et se retrouver aussi dans l'île et pour lui échapper. Enfin, il y a pas mal de scènes où la scène est présente. Tout dépend de l'orthographe. Absolument. Alors, après, j'ai des souvenirs plus récents. Ah oui, un jour, je revenais de course, ou je ne sais pas d'où, et puis je vois beaucoup de journalistes dans la cour. On me dit, oui, c'est Carnet qui est là. Et alors, pour moi, Carnet, c'était les Enfants du Paradis. Quand j'étais jeune, c'était un vieux monsieur qui avait tourné les Enfants du Paradis. Je dis, c'est pas possible. Ma première réaction, c'est de dire, tiens, un homonyme. Non, c'était Carnet, qui devait avoir, dans les 90 ans à l'époque, et il devait tourner une nouvelle de Maupassant, Mouche. Et ça avait été très loin comme préparation du tournage, et avec l'appui de toute la région, enfin des pouvoirs publics. Et on a appris, il cherchait aussi à faire il avait besoin d'un garage à bateaux, enfin où on met les barques à l'abri. Alors il voulait même le construire ici, et donc c'était la préparation de Mouche. Et puis finalement, ça ne s'est jamais fait parce qu'il a eu affaire, je crois, à un escroc du point de vue producteur, qui était italien, qui est parti avec des sommes déjà avancées. Et donc ça c'est pas... Mouche ne s'est pas tourné ici, puis il est mort peu de temps après d'ailleurs. Ah oui, alors des choses amusantes. Un jour, on a vu débarquer des Indiens. Alors des Indiens avec leur... je ne sais plus comment ça s'appelle, des vrais Indiens, quoi. C'est pas des pirogues. Les pirogues, c'est en Afrique. C'est des yoles, je crois. Des yoles décorées avec des Indiens superbes, avec leurs plumes, leurs atours. Et en fait, ils avaient débarqué au Havre et ils remontaient jusqu'à Paris pour des grandes fêtes au musée de l'Homme, avec les... Alors je ne saurais pas dire à quelle époque c'était, enfin c'est parmi les souvenirs de voir tous ces Indiens, c'était assez sympathique. Une autre fois, il y avait je vois aussi débarquer beaucoup de journalistes qui disent on attend Proctor. Alors Proctor, c'était un géant de je ne sais pas comment dire, aux États-Unis, de la grande distribution, je ne sais pas quoi. Enfin, Proctor & Gamble, c'est bon, très bien. Et alors c'était Monsieur Proctor qui descendait, qui remontait, qui traversait toute la France, depuis aussi, je crois, le Havre, et qui par les voies navigables, aussi bien la Seine que les canaux, devait traverser toute la Seine. Et donc c'était tout un reportage fait sur lui. Donc ça allait faire des belles pages de photos dans un magazine
dans les magazines américains. Ça, c'était... si vous voulez, pour moi, la scène, c'est fondamental. Enfin, mais la Seine et le moulin, ça fait qu'un pour moi. Et ma vie, le moulin et la Seine, ça fait qu'un. C'est une trilogie. Mais surtout, bon, il y a ce patrimoine du moulin qui est exceptionnel. Mais bien sûr, je voudrais le préserver avant toute chose, mais essentiellement pour que aussi tout ce qui s'est développé en maintenant 60 ans d'activité, pour que ça puisse continuer après moi. Donc on est en train de constituer un fonds de dotation auquel j'apporterai la propriété, destiné à protéger d'une part le bâtiment, mais à assurer aussi la continuité de toutes les activités culturelles qu'on a développées. Aujourd'hui, bon, je dis après moi, je voudrais que ce lieu reste utile culturellement, socialement et humainement. Et là, il faut un peu la participation de tous ceux qui ont à cœur de voir perdurer une belle aventure. Parce que d'un tout petit moulin, on a fait un grand moulin où il y a beaucoup d'activités. Alors autour du cinéma, bien sûr, on est de nouveau, depuis 20 ans, le centre des écritures cinématographiques. Il y a tous les jeunes scénaristes qui sont sélectionnés, qui viennent travailler. Vous voyez, par exemple, pour l'année 2019, on a reçu 273 projets de films. Donc, et il y a 10 sélectionnés. Donc on peut penser à chaque fois, je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas les Truffaut de demain dans le lot? Bien sûr. Et puis la musique qui est très très présente depuis essentiellement 1983. À un moment, on avait jusqu'à 100 concerts par an, ce qui est énorme. Parce que bon, si on sort un petit peu du cercle si je puis dire, de la scène, il y a vraiment, on a récupéré la propriété qui jouxtait le moulin, dans lequel il y avait un jardin d'hiver qui a été transformé en théâtre et qui a été inauguré en 63. Alors donc ça fait quand même là. Alors ça a été une activité autour du théâtre et puis une activité autour de la musique. Et bon, et ça continue avec des concerts, des stages de musique, des journées aussi autour de tout ce qui est musical. Et puis on essaie aussi de rejoindre cinéma et musique, puisque dans tout film il y a de la musique. Donc là, on reçoit aussi des compositeurs de musique de film. Donc, comme je dis, les deux babelles du moulin, pour l'instant, c'est la musique et le cinéma. Mais on reçoit aussi, à titre individuel, des écrivains qui viennent travailler à leurs livres, et puis on accueille de groupes, disons. Il y a beaucoup de développement personnel, parce qu'ils y trouvent ici une convivialité, une beauté des lieux qui est particulièrement favorable à un ressourcement, disons. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide psychologique. Et puis on reçoit beaucoup d'universitaires aussi, de chercheurs, de formateurs, les universités. Il y a à Paris-Dauphine, il y a à Paris 8, il y a Diderot, enfin beaucoup ils apprécient aussi beaucoup tout ce qui est là. Et là, en ce moment, par exemple, on a Next Step, c'est une émanation du Festival de Cannes, de la Semaine de la Critique, et ce sont des jeunes scénaristes qui sont choisis par eux et qui passent une semaine ici pour passer, comme son nom l'indique, du court-métrage au long-métrage, pour travailler à leur... Donc voilà, ils sont une vingtaine la semaine, et ça fait là la 5e année qu'ils viennent régulièrement. Donc c'est des activités que je trouve utiles, et voilà. Et mon souhait, alors bon, j'extrapole encore, ça serait qu'on ait une salle de plus, parce qu'il nous manque une grande salle,
le théâtre est trop souvent occupé par des groupes, par exemple, de développement personnel ou d'autres. Donc ça nous empêche souvent d'avoir autant de concerts qu'on en avait il y a quelques années. Et on aurait besoin pour harmoniser toutes les différents paramètres du moulin d'une salle de plus. Mais ça devient déjà de l'investissement à long terme. Mais je ne doute pas qu'un jour, il y aura un mécène qui dira « mais c'est rien pour moi, je vous fais une salle ». Et là, vous aurez... il y a beaucoup de demandes ce qui me fait mal au cœur, c'est de ne pas pouvoir accepter tout ce qu'on me propose, et de résidences, de troupes de théâtre, de musique, et parce qu'il n'y a pas assez de place entre tous les bâtiments qu'on a pu récupérer et puis les agrandissements qu'on a pu faire. On peut accueillir jusqu'à 70 personnes, ce qui est quand même un maximum, bien rangé. Alors Maurice Ponce, dont je vous ai parlé, a tenu depuis l'origine, jusqu'à sa mort il y a 2 ans, ce qu'on a appelé des livres d'or, à tort d'ailleurs, parce que c'est pas merci beaucoup, c'était sympathique, on va revenir, non, ce sont des recueils, c'est vraiment des livres d'artistes où sont consignés les souvenirs aussi bien des grandes manifestations, des grands personnages. Il y a des manuscrits, il y a des lettres manuscrites, il y a des photos, il y a des articles de journaux, et qui relatent un peu toute la vie du moulin. Donc il y a 5 livres d'or, ça fait près de 1000 pages. Et mon souhait, ça serait aussi que ces livres d'or soient édités, parce que c'est toute la vie du moulin qui est mise en valeur. Et ça c'est l'écriture de Maurice Ponce. Oui, il avait fait chaque page, enfin, le répertoire, je ne sais pas comment dire. Voilà, première soirée, les premiers écrivains qui sont venus travailler ici, dont René de Obalias, dont on va fêter les 100 ans ici. Voilà les premiers. Ciné pour le moulin. On a des dessins de Woleski, Alors au début, il y avait surtout des écrivains qui venaient à titre individuel, parce que comme il y avait très peu de possibilités d'accueil de chambres, il n'y avait pas grand monde. Voilà Spitzer, qui était un peintre, qui est toujours d'ailleurs un peintre formidable, qui a été déporté et qui a survécu au camp grâce à son talent déjà de tout jeune, je crois qu'il avait 15 ans. Il faisait les portraits des Allemands, moyennant quoi il recevait une pomme de terre ou un morceau de pain. Voilà Richard Raet. Enfin, on pourrait être journaliste, Jean Lacouture. Alors voilà le premier film, long métrage de Truffaut, Les 400 coups, avec Jean-Pierre Léaud, film tourné dans notre région. Ça, c'était une pièce qu'avait écrite Maurice Ponce. Des livres écrits ici. Jean-Paul Rapneau qui a écrit tous ses premiers scénarios ici aussi. Vadès France qui était un voisin. À un moment, on avait même une poterie. Et il y a toujours un bâtiment qu'on appelle la poterie.
Parce qu'il y avait des potiers qui s'étaient installés. On ajoutait toujours une activité. Là, on passe à Jules et Jim. Donc Oscar Werner, avec... c'était Henri Serre, avec Jeanne Brault au milieu. Voilà la photo que vous avez vue. Ah, là, c'est même moins d'un. Non, Jules et Jim. Mais il faut bien regarder, hein, parce que sinon, on ne voit pas. Ça, c'est Jérôme Henrico, qui est le fils de Robert Henrico, le cinéaste. Aujourd'hui, il dirige l'école de cinéma Les Secs. Et il vient aussi avec ses élèves. Là, il y a donc Romy Schneider et Henri Serre dans le combat dans l'île. Là, c'est toujours dans cette pièce qu'on a vue tout à l'heure. Donc le combat dans l'île qui se poursuit dans l'île du Nouveau-Rhin. Alain Cavalier qui termine son scénario. C'était en 1963. Et là, il l'a re-signé en 2015. Il est toujours très fidèle. Marie Laforêt, la fille aux yeux d'or. Il ne manque pas d'humour. Ah, il y a eu Roger Corman aussi qui a tourné ici. Donc forcément, quand tu tournais au moulin, il y avait des vues sur la Seine. Hein. Ça, c'est sûr. Georges Perec qui a même habité 5 ans ici, des fêtes à l'occasion de la sortie des films, les temps modernes. Pas mal de comédiens, Bernard Fresson. Ça, c'est moi avec Maurice Ponce en train d'accrocher la toile de jute sur le plafond du théâtre. Voilà le théâtre tel qu'il était à l'époque aussi. Alors maintenant, il y a cette salle voilà, qui l'a doublé. L'inauguration du lieu en tant que théâtre. « 64. Vous voyez, si on fait jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas parti. Qui est magnifique. Et puis là, vraiment, c'est tout à fait dans cette propriété, enfin, ces deux propriétés qui sont réunies et qui forment ce qu'on appelle aujourd'hui le Moulin d'Andé. Le Moulin d'Andé, c'était l'industrie du village. Et puis, cette autre propriété, qui appartenait à un banquier polonais, était une propriété un peu de prestige. Et à l'époque, c'est-à-dire il y a un siècle, il avait par exemple sa maison sur la terrasse tout en haut de la colline. Je crois que c'était la Villa Mon-Plaisir ou quelque chose comme ça. Et il avait fait creuser une route depuis le haut de la colline jusqu'à la Seine pour pouvoir aller pêcher en voiture, les premières voitures. Et il paraît qu'il y a eu 200 ouvriers italiens qui ont participé à ce creusement dans la colline. C'est un travail pharaonique, ça a été repéré comme exceptionnel. Donc ça fait partie aussi maintenant du patrimoine historique, et notamment à cause de tous les faux bois qu'il y a, le travail des rocailleurs,
aussi bien des ponts, des kiosques, des balustrades, et c'est un travail formidable. Et alors je me souviens qu'il y avait un moment, il y a eu un séminaire des rocailleurs à Paris, on m'avait invité. Alors je me disais, il y aura bien 15 personnes. Oh, il y avait au moins 300 personnes. Il y avait un monde fou. Et à cette occasion, on nous avait fait visiter les buttes Chaumont, où il y a aussi beaucoup de faux bois. Et on a pu constater que ceux d'Andé étaient d'une facture beaucoup plus fine, beaucoup plus... c'était vraiment des artistes extraordinaires, avec une précision. Alors là aussi, bien sûr, si on trouve un mécène, réparons. Mais on a des devis, et puis il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Enfin, il y a, paraît-il, dans le centre de la France, et il était même question peut-être de créer une espèce pas de diplôme, sur ce travail des rocailleurs, peut-être l'inscrire comme artisanat à développer. Il y a un petit kiosque, par exemple, qui est au bord de la falaise, là. Il est soutenu par 8 troncs, et chaque tronc représente une essence différente d'arbres. Et il y a des petites marches qui partent de chaque côté. Et bien, les contre-marches sont aussi des écorces. Des écorces d'arbres différents. Et c'est quand même assez extraordinaire comme finesse de travail, comme recherche. C'est un genre ciment, mais c'est tout ce qu'on peut dire, parce que c'est pas du ciment. C'était un matériau qui a été créé, la technique, je ne la connais pas bien, mais il y a environ un siècle, et c'était... il fallait que ça soit assez dur pour le sculpter. En même temps, si c'est trop liquide, tout coule. Il fallait... Alors c'est un matériau assez spécial, un peu voisin du ciment, mais ce n'est pas du ciment. C'est un matériau qui a été inventé.